Tianjin, dans l'est de la Chine, le grand port le plus proche de Pékin. En apparence, une zone en pleine revalorisation, un vaste chantier impeccablement tenu, comme si quelques vieux immeubles avaient été déblayés. On trie proprement les déchets. On va bientôt voir fleurir sur cette zone de Binrai des usines avec un taux de croissance à 2 chiffres. Les immeubles vont continuer à pousser comme des champignons et des nuées de travailleurs heureux viendront ici confortablement gagner leur vie. La Chine enchantée donc. Seulement, ici, plus personne n'a le cœur à chanter. Très précisément depuis le 12 août 2015. La Chine a connu ce jour-là la plus importante catastrophe industrielle de son histoire. Un départ de feu banal dans la zone industrielle, mais qui devient très vite incontrôlable. Une première explosion très puissante, puis une seconde terrifiante. 2400 tonnes de produits chimiques s'enflamment dans une monstrueuse série de déflagrations qui transforme le quartier industriel de Binrai en enfer. Personne ne sait précisément ce que renferment ces entrepôts. Les pompiers sont totalement dépassés et ils vont le payer très cher. Il faudra des jours pour savoir que 700 tonnes de cyanure de sodium, terriblement toxiques et inflammables, sont parties en fumée. 70 fois la concentration autorisée. Il faudra 4 jours pour maîtriser l'incendie et mesurer l'étendue du désastre. 102 pompiers meurent, 11 policiers et une soixantaine de civils. Ceux dont les appartements étaient à 500 mètres à peine de l'épicentre de l'explosion, zone légalement inconstructible. Dans un rayon d'1 kilomètre, 17 000 logements ont été détruits. La zone industrielle est ravagée. Il faut 4 jours aussi pour que les milliers de personnes évacuées en catastrophe cette nuit-là aient enfin le droit de revenir chercher quelques affaires. Leurs immeubles sont inhabitables. La zone a été placée sous le contrôle de la police et de l'armée, d'abord pour protéger les citoyens en leur distribuant des masques, parce qu'on ne sait pas très bien si l'air est encore toxique. Il y a très peu d'informations. Mais aussi pour éviter les débordements, parce que toute la Chine est derrière ces sinistrés. Les réseaux sociaux sont saturés de messages de défiance à l'égard des industriels et des autorités locales qui ont manifestement négligé les règles de sécurité les plus élémentaires. À Pékin, au cœur du pouvoir, on déteste ce genre de mise en cause. Je ne savais rien, aucun habitant d'ici. Personne ne savait rien. S'ils avaient su, ils n'auraient jamais acheté ici. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant avec cet appartement? On a tout perdu. Il est invendable, inlouable, et nous ne pouvons plus y vivre. Les Huang sont typiques de la nouvelle classe moyenne chinoise. Après leurs études, ils étaient venus à Binrai, pleins d'espoir, attirés par ces quartiers flambant neufs, et ils avaient très vite trouvé du travail et un bel appartement. Aujourd'hui, 5 jours après leur fuite éperdue en pleine nuit, ils ont été autorisés à récupérer quelques affaires. Il n'y a évidemment plus d'ascenseur, ils habitaient au 15e. Il fait 32 degrés, les masques gênent la respiration. À chaque palier, le chaos. J'en peux plus. J'ai appelé un serrurier ce matin pour faire réparer. Regardez la porte, elle est tordue. La porte, vous voyez, même la porte est complètement tordue. Leur appartement est totalement dévasté.
Cette fenêtre a été projetée directement ici ce soir-là, avec l'étringle à rideau. Oui, la fenêtre a été projetée avec l'étringle à rideau. Ma mère l'a reçue sur la tête et elle est encore à l'hôpital. Sa mère a réussi à protéger leur enfant en l'extrayant à temps de son berceau. Nuit de cauchemar et triste réveil. Les Hwang ont tout perdu, mais ils sont bien décidés à demander des comptes. Lui, en tout cas, ne mâche pas ses mots. Ici, le gouvernement a fait de la dissimulation. Des personnes isolées, certainement. Par intérêt, ils ont dissimulé la vérité. Après l'explosion, on ne veut plus habiter ici. On ne veut plus de cet appartement car on n'a pas de garantie sur l'environnement, sur la qualité du logement ou la structure de l'immeuble. Nous voulons demander au gouvernement, parce que ce sont eux qui sont responsables, de nous racheter notre appartement et de déménager tout ce qu'on peut récupérer ici. Et pour se faire entendre, avec d'autres propriétaires de la zone, Hwang Chen a franchi une ligne rouge. Ils se sont organisés et sans la moindre autorisation, ils se sont donné rendez-vous devant le centre de presse monté en ville par la municipalité, avec pancartes et mots d'ordre. On vient pour qu'on s'occupe de nous. C'est pour ça qu'on vient. Pour l'instant, on ne nous a rien proposé du tout. C'est comme si on n'existait pas. En Chine, ça fait désordre. Mais pour l'instant, on les laisse faire, quelques jours après le 12 août. Il faut dire que le pouvoir a d'autres colères à apaiser. Internet vibre de déclarations de soutien aux familles de pompiers qui n'ont aucune nouvelle de leurs enfants, des enfants qui ne répondent plus au téléphone. Ceux qui sont montés au feu le soir de la catastrophe étaient pour la plupart de jeunes contractuels, embauchés au rabais par les services de sécurité des entreprises de la zone. Mal formés, absolument pas prévenus de la nature des matières dangereuses stockées sur place, ils ne savaient pas que le cyanure de sodium s'enflamme au contact de l'eau. Rappel, il y en avait 700 tonnes. Ils ont été sacrifiés. 82 morts chez ces jeunes gens, auxquels s'ajoute une vingtaine de pompiers professionnels. Pour les Chinois, attachés comme tous les peuples du monde à leurs pompiers, ce bilan est un choc. Et leur sacrifice absurde, un scandale de plus. D'autant que les autorités gèrent très mal l'angoisse et la colère des parents. Le 15 août, ses parents manifestent à Tianjin. Ils n'ont aucune information, ils sont inquiets et en colère. Ce sont de petits paysans, ils ont l'impression qu'on les tient pour quantité négligeable. L'État a salué le courage des pompiers professionnels morts sur le site en les élevant au rang de martyrs de la nation. Mais il n'a pas eu un mot pour leurs enfants à eux. Alors la colère déborde. Ça fait 3 jours et 3 nuits depuis l'explosion. 3 jours et 3 nuits et on ne nous dit rien. Je n'ai aucune nouvelle de mon fils. Les autorités concernées ne nous ont rien dit du tout. Je suis si anxieuse, alors je suis venue parler aux journalistes. Mon fils a été envoyé dans les premiers sur le site quand le feu a démarré. À part la presse, personne ne les écoute, alors ils défoncent les portes. Les policiers sont débordés, leur détresse emporte tout. On l'a su en regardant la télé. Ils ne nous ont même pas téléphoné. C'est nous qui avons appelé sa brigade quand on a vu ça à la télé. En fait, les premiers envoyés sur le départ de feu, c'était la 4e brigade. Et ensuite, ils ont envoyé la 5e. Mon fils était dans la 5e brigade. Il a été envoyé à 11h et à 11h30,
ça a explosé. Sur les réseaux sociaux, ces images indignent la Chine tout entière. Le lendemain, le Premier ministre Li Keqiang est sur place. Hommage du pouvoir aux héros, bien sûr, mais il faut aussi calmer la colère des leurs et la fronde des réseaux sociaux, potentiellement trop dangereuse. Il accorde un statut de martyr aux jeunes contractuels morts et promet que l'État saura se souvenir d'eux. En revanche, Li Keqiang ne va pas à la rencontre des propriétaires de Binrai. Ils sont de plus en plus furieux. Personne ne veut les entendre. Leurs manifestations sont de plus en plus tendues. Là aussi, il y a urgence à étouffer la contestation. Alors le gouvernement fait un geste. Il annonce qu'il rachètera les appartements détruits. Il fait aussi savoir que les dirigeants de la compagnie de stockage ont été arrêtés avec une dizaine de responsables locaux. Et il siffle la fin de la récréation. Le problème étant réglé, il n'y a plus lieu de manifester. Tout rentre apparemment dans l'ordre à Binrai. Les travaux de réfection reprennent ici et là. Et les seuls qui osent encore s'exprimer sont les rares militants écologistes que le pouvoir tolère. On a découvert à quel point les produits chimiques toxiques sont proches de nous, de nos vies. Et à une échelle énorme, l'explosion a montré des failles terribles dans le système de gestion des produits dangereux et un développement fou, incontrôlé de cette industrie. C'est un avertissement très sévère. Alors, si l'on se contente aujourd'hui de punir une dizaine d'officiels, mais qu'on ne remet pas en question en profondeur le système, si on ne le réforme pas, ça ne changera rien. Le problème restera entier. 3 mois plus tard, la région d'où viennent la plupart des jeunes pompiers tués le 12 août est redevenue aussi morne que d'habitude. Nous sommes à 400 km de Tianjin, dans la région de Zhangjiakou. Une Chine pauvre, âpre et qui n'offre aucun avenir à ses jeunes. Ici, c'est la mine ou l'exil. « 82 jeunes de cette région avaient choisi d'endosser de beaux uniformes de pompiers à Tianjin. Ils ne reviendront plus. Parmi eux, il y avait le fils de M. Liu, qui était très remonté au lendemain de la catastrophe. Aujourd'hui, il se fait beaucoup plus discret. Je n'ai pas envie de vous parler, parce que maintenant, je n'ai plus de colère contre le gouvernement. Alors je n'ai pas envie de répondre aux journalistes. Si je n'étais pas content des indemnités qu'ils ont données, je vous parlerais. Mais maintenant, ça n'a plus de sens, n'est-ce pas? On est satisfait du gouvernement. Il y a une autre raison, c'est que ma mère a été très choquée. Alors on ne veut plus voir personne. Quand on n'en parle pas, ça va. Mais dès qu'on parle de son fils, ça la fait pleurer. Elle pleure comme ça, sans arrêt, et ça la rend malade. Vous pouvez demander à d'autres. Dans notre village et autour, il y en a 8 qui sont morts. Allez leur demander s'ils veulent bien vous répondre. Ici, on est bien loin des orgueilleux immeubles de Tianjin. Il faut subir, vivre de rien, se partager des terres minuscules, risquer sa vie pour extraire du charbon. Ou alors nourrir le flot ininterrompu de Minggong, ces jeunes gens des campagnes qui sont le carburant des usines et de la croissance de la Chine. Ici, dans le district de Yuxian, il reste surtout des vieux. Attirés par les villes, les jeunes sont presque tous partis, comme le fils des Wang.
Il a entendu ses amis dire que le travail là-bas n'était pas trop pénible et qu'on pouvait gagner pas mal d'argent. Nous, on a 60 mous de terre, mais on est vieux. On peut juste faire un peu de céréales pour gagner un peu de sous. Ça ne suffit pas pour les études des enfants. Et lui, comme chauffeur ici, il gagnait pas grand-chose. Ils ne savaient pas que c'était dangereux. Ils n'y comprenaient rien. Ça faisait seulement 4 mois qu'il était sur place. Voilà, c'est sa chambre. Entrez voir, entrez. Oui, finalement, ils ont indemnisé tout le monde pareil. On a tous touché pareil. Et ils sont devenus martyrs aussi. Ils ont donné la même chose aux autres paysans, les autres là. Comme à nous. On a tous eu la même chose. Ils vous ont donné combien? Ils ont donné 270 000 €. Vous êtes satisfait? Satisfait? Comment je pourrais l'être? Satisfait ou pas, mon fils est mort. « 270 000 €, c'est une fortune en Chine pour un paysan. 82 morts, 22 millions à débourser pour l'État. À l'échelle de la Chine, c'est très peu. Il n'y a plus de remous sur les réseaux sociaux, pas de procès gênants en cours. La paix sociale est finalement plutôt bon marché. Mais quelquefois, l'État est bien plus pingre. 3 mois après la catastrophe, les petits propriétaires sont toujours mécontents. Ils se sont relogés comme ils ont pu, ils ont revendu leurs meubles à une nuée de brocanteurs qui tiennent commerce à même le trottoir. La police est toujours là, à l'affût de bonnes affaires, mais toujours très ferme pour éviter les questions indiscrètes. Là, on va rentrer chez nous. Ah, vous avez déjà déménagé? Oui, ça fait un moment. Et comment l'État a réglé les problèmes? Je vous ai dit que vous ne pouviez pas faire d'interview. Ne jouez pas à ce petit jeu-là. Vous devez d'abord vous enregistrer au département de la propagande de la zone de Binhai. Le département de la propagande de Tianjin, c'est ici. Au siège du pouvoir local, une forteresse inaccessible. Nous n'aurons évidemment pas d'autorisation. Mais le directeur de la cellule de crise accepte tout de même de donner la version officielle des procédures d'indemnisation. C'est lui qui a choisi le lieu de l'interview. Nous avons racheté les appartements plus chers que leur prix d'achat. 30% plus cher. Alors les gens sont satisfaits, en tout cas plus de 90% des propriétaires sont satisfaits. Bien sûr, il y en a quelques-uns qui voulaient tirer plus de profit. Alors, ils n'ont pas signé. Alors on continue de négocier avec eux, et s'ils ne signent vraiment pas, eh bien ils pourront aller en justice. Mais j'ai entendu dire qu'ils ont été obligés de signer. Non, c'est complètement faux. Difficile à vérifier, évidemment. Les anciens propriétaires n'ont plus envie de parler. Bonjour madame, je suis une journaliste venue de Pékin et je voudrais vous parler. Allô? Est-ce qu'on peut se rencontrer? Mais vous êtes qui? Comment vous avez eu mon numéro? Non, j'ai pas le temps. Et demain? Mon appartement a déjà été racheté. Il n'y a rien de plus à dire là-dessus. Et puis, non, j'ai rien à dire. Cherchez quelqu'un d'autre, d'accord?
Ce qu'ils m'ont donné, ce n'est pas convenable. Mais qu'est-ce qu'on peut dire maintenant? Ils nous ont obligés à signer, alors j'ai signé. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Il n'y a pas eu moyen de s'entendre. Oh. Alors ça ne sert plus à rien d'en parler, vous comprenez? Oui, je comprends. Intimidation, chantage à l'emploi, menaces de rétorsion diverses, l'éventail des pressions est très large en Chine. Tous les petits propriétaires ont accepté une indemnisation trop basse plutôt que de risquer des ennuis. Et les inquiétudes sur les risques industriels type Tianjin ont disparu de la toile. Les ONG ont du mal à se faire entendre. Nous avons recherché les centres de stockage et de transit des produits chimiques dangereux dans plusieurs grandes villes comme Shanghai, Qingdao, Canton ou bien encore Ningbo. Et on peut voir très clairement que dans ces 4 grands ports, sans aucune exception, eh bien vous avez des bâtiments publics, des transports, mais aussi des logements à proximité. Et bien sûr, les problèmes de sécurité sont évidents. Alors, vous imaginez, si déjà vous avez cela dans les ports les plus modernes, vous imaginez à quel point ça doit être répandu et à travers toute la Chine. Le pouvoir a tout de même tiré quelques leçons de la catastrophe de Tianjin. À Shanghai, la ville la plus moderne de Chine et désormais premier port du monde, les autorités depuis quelques mois ont contrôlé tous les sites de stockage de produits chimiques et obligé les plus dangereux à quitter les zones habitées. Comme celui qui se trouvait sous les fenêtres de M. Ding. Il y a quelques années, ce sont ces rizières qui étaient là en bas. Il a été expulsé de ses terres et relogé au 10e étage de cette tour anonyme. Quand ça a explosé à Tianjin, on ne pensait pas du tout qu'on était concerné. On s'est dit vraiment c'est dangereux ces trucs chimiques, mais on ne savait pas du tout qu'on avait un entrepôt là en bas. Le petit peuple n'est pas au courant de ces choses-là. C'est seulement quand ils ont déménagé qu'on a compris qu'en fait c'était des produits dangereux. Sur le site de stockage, il ne reste que les citernes les moins dangereuses. Le risque a été transféré ailleurs. Mais la vie de M. Ding n'a pas beaucoup changé pour autant. Il y a une centrale électrique là-bas et puis une raffinerie de l'autre côté. Quand le vent souffle du sud, les vêtements qui sèchent à la fenêtre sont tout sales. Et puis si on balaye par terre, eh bien il y a plein de poussière noire. On a beau se plaindre qu'on ne dort pas, ça travaille, ça cogne et ça fait du bruit toute la nuit. Bon, ce sont des choses de l'État, du gouvernement de Shanghai. Nous, on est coincés ici, nous le petit peuple. On n'a pas le choix. Il faudrait se réfugier dans la montagne pour être en sécurité. Les seuls compagnons de sa vie d'avant, ce sont ces oiseaux. Passion chinoise. Souvenirs heureux d'avant l'urbanisation sauvage, l'industrialisation tous azimuts et le développement sans contrôle. Il lui reste 4 petits compagnons. Si l'air devient un jour vraiment irrespirable, ils seront sans doute les premiers à disparaître.